Je vous remercie donc de participer à cette web rencontre. J'espère que vous serez nombreux à prendre la parole et puis qu'on pourra échanger tout du long de cette heure et demie. J'en viens à vous présenter nos intervenants de ce matin, s'ils veulent bien ouvrir leur caméra. Et comme ça, vous présenter le déroulé de notre matinée. Alors, je vous remercie Olivier Jacquin, donc sénateur de Meurthe-et-Moselle, qui est à la fois président de Citoyens et Territoires et parlementaire associé de la DCF, qui nous fera le plaisir d'une petite introduction pour cadrer et contextualiser les enjeux de la loi LOM pour les intercommunalités en ce moment. Ensuite, nous enchaînerons, enfin on complétera en tout cas avec un point juridique de Raphaël Meyer, qui est conseiller juridique de la DCF et qui nous donnera un petit peu, qui survolera les éléments juridiques d'impact de la LOM pour les intercos. On pourra alors échanger donc, sur tout ce qui est contexte, prise de la compétence, etc. à ce moment-là, après ces deux parties-là. Ensuite, Cécile Hubert, donc, qui travaille à Transdev, nous présentera des illustrations de cas pratiques qui ont été mis en place sur les territoires par des territoires de faible densité et qui sont contenus dans l'étude ADCF Transdev que nous avons sortie cette semaine. Vous aurez donc l'exclu de pouvoir lire cette étude lors de juste après cette rencontre en tout cas. Et enfin, je remercie donc Christelle Juvel, directrice adjointe de Citoyens et Territoires, qui co-animera cette rencontre avec moi et qui se chargera plus précisément d'intervenir lors d'une dernière partie pour poser des questions à Monsieur Pascal Rascalon, qui nous rejoindra un petit peu plus tard et qui est le chef de la mission intermodalité de la région Grand Est. Nous aurons donc le temps de voir un petit peu la coordination entre Interco et région, bien évidemment, sur la compétence mobilité depuis la loi LOM. Voilà, j'en ai fini de ces présentations. Ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Monsieur Jacquin, si vous le voulez bien, pour nous faire une petite introduction. Voilà, il fallait appuyer sur audio. Déjà, je vous salue, bravo, magnifique introduction. Alors moi, je ne vois que notre intervenante ADCF, qui est vraiment exceptionnelle. Hein. C'était une belle introduction. Et dans votre technologie, là, on ne voit pas les participants. Alors donc, je sais non, pas mais qui ils sont là. ça m'embête, mais je vais faire comme un grand avec. Donc, je suis président de Citoyens et Territoires et Christelle Juven, directrice adjointe, est présente avec nous ce matin. Citoyens et Territoires, c'est une association qui a son périmètre sur le Grand Est, qui réunit des collectivités, des associations d'éducation populaire principalement, et qui est experte sur deux domaines particuliers, la participation citoyenne, les transitions, ce mot valise, là au sens large. On est une équipe de 8 professionnels. Il y a 8 professionnels dans Citoyens et Territoires, qui sont à la fois des experts, qui font de la formation, de l'information et de la mise en réseau. Et on travaille beaucoup avec l'État et le Conseil régional en Grand Est. Et d'ailleurs, on a fait un forum en 2018, un recueil d'expériences sur notre région, des premières expériences de mobilité en espace peu dense sur notre périmètre. Et ça commence à foisonner, pas comme en ville. Et c'est le mot que je voudrais dire en tant que parlementaire. Nous en sommes dans les espaces ruraux à la phase de l'expérimentation, qui est bien mise en réseau par un certain nombre d'acteurs que je vais citer par après. Mais on n'est pas comme dans l'urbain, où il y a un marché important de par la massification des flux et que l'initiative privée seule foisonne pour apporter des solutions. Il faut faire le constat qu'en milieu rural, dans les espaces peu denses, qui ne sont pas que ruraux, on a du périurbain et même des zones urbaines qui ont des caractéristiques d'espaces peu denses, avec des trous d'organisation des mobilités, puisqu'il n'y a pas les flux suffisants pour organiser les transports de manière massifiée, comme il peut y avoir au cœur des grandes villes. Et on peut faire le constat que depuis quelques décennies, ces espaces peu denses ont été déséquipés progressivement de leurs moyens de transport en commun. Le ferroviaire est dans toutes les têtes.
les cars interurbains ont pris une sacrée claque dans la figure, où ils étaient organisés de manière régulière et un peu dogmatique et circulaient vides, et les plus vides ont disparu. Donc ça, c'est ce que j'appelle le déséquipement des territoires ruraux. Pendant ce temps-là, on a organisé les trains à grande vitesse sur les flux les plus importants, et les transports en commun urbains ont été les grands bénéficiaires des politiques d'investissement. Et plus on est en cœur de ville, plus on a les moyens de se transporter. Et nos amis là, souriants de Paris n'ont même plus besoin de voiture. Et ils militent pour des mobilités gratuites, par exemple, parce que c'est écolo. Et ils trouvent même que les ruraux sont salissants avec leur mode de vie déconfiné dans les grands espaces qui nécessitent des diesels polluants. C'est assez terrible, hein, excusez-moi d'être caricatural et d'être un peu d'attiser, de souffler sur les braises, mais moi, ça ne me satisfait pas du tout en tant que parlementaire. J'ai d'ailleurs, après la loi d'orientation des mobilités, signé une tribune dans Alternative économique qui fustigeait les mobilités à 2 vitesses au sens large. Pas seulement espace peu dense et espace dense, que je viens de dire, mais il y a aussi entre les plus favorisés et les plus défavorisés. On entend sans arrêt hurler après le pognon de dingue que coûtent les petites lignes ferroviaires. On n'entend jamais parler du pognon de dingue que coûtent les petits aérodromes où le prix des places et l'argent public qui est mis dedans est assez considérable. On entend parler du Charles de Gaulle Express qui va relier pour les touristes l'aéroport privatisé peut-être, mais on arrivera à ne pas le privatiser, Charles de Gaulle au cœur de la ville, alors que le RERB fait un jour l'expérience du RERB aux heures de pointe, a mis des espaces peu denses pour vous rendre compte ce que peut être une bétaillère humaine dans les flux massifiés dans les espaces urbains. Dans cette tribune, donc post-loi d'orientation des mobilités, je critiquais sérieusement ces mobilités à 2 vitesses et le fait qu'on n'ait pas trouvé à mettre quelques pépettes à disposition des espaces peu denses, là où le versement mobilité, même mobilisé, n'est pas suffisant pour constituer une base fiscale permettant d'organiser des transports, on n'a pas réussi à trouver les financements. Et ça, c'était gravissime. Alors, il faut savoir que le modèle génial de la loi d'orientation de 82, la fameuse LOTI, est excellent puisqu'il a, sur des bases expérimentales, développé les autorités organisatrices avec ce modèle économique du versement mobilité, cette taxe sur les salaires. Alors aujourd'hui, en 2020, le MEDEF lance une grande campagne pour tuer les impôts de production, dont cette taxe sur les salaires, qui a survécu à la loi d'orientation des mobilités, parce qu'il y a eu un espèce de deal entre les collectivités et le patronat pour dire on ne touche pas au versement mobilité. Ce qui fait que nos propositions au Sénat, unanimes, pour dire on va imaginer pour les espaces peu denses un taux réduit de cette taxe, qui est actuellement au minimum à 0,55. On propose pour les espaces peu denses où les mobilités ne s'organisent pas à coup de tramway et de métro à 0,3 seulement. Et là où il n'y aura pas de base fiscale, on ramène un petit peu de TICPE pour financer ces territoires-là. Ça n'a pas fonctionné, il y a eu un échec et on nous dit maintenant, débrouillez-vous, ça ne coûte pas cher. Mais ça n'est pas satisfaisant. Quand je dis que les espaces peu denses n'ont pas leur modèle économique satisfaisant partout, il en est de même pour les régions qui se retrouvent avec la compétence mobilité, éventuellement par défaut, on va en parler, sans financement complémentaire. Voilà ce que je voulais dire et je pense qu'il y a des solutions. La DCF est fan des certificats d'économie d'énergie, c'est une solution intelligente qui doit être utilisée. Je pense que ce taux réduit de versement mobilité continue à être une idée intelligente, mais il nous faudra réussir à maintenir le versement mobilité, ce qui va être un défi important. Et puis la TICPE. Moi, je suis pour le fléchage de la taxe sur le gazole, sur les carburants. En plus, pour les espaces peu denses, la bagnole, c'est 90% des déplacements.
Et donc, on est des bons contributeurs dans les espaces peu denses à la TICPE et un certain fléchage serait positif. Il me reste quelques minutes dans le temps qu'on m'avait imparti. J'étais président de communauté de communes pendant presque 3 mandats, dans une communauté de communes où la densité de population était inférieure à 30 habitants au kilomètre carré, qui est présente aujourd'hui. C'est ça, hein? Tout à fait. Je crois que Monsieur de Belly vous a fait un coucou, Ah, super, entre Jean-Charles, autres, le et son directeur président également. général. Et Gilles Je Soulier suis... doit être là aussi, je crois. Oui, tout à fait. Et vous savez, sur Mademoiselle, on est à l'ouest de Pont-à-Mousson, on est dans une zone rurale qui va vers Metz. On s'était payé un bon bureau d'études pour qu'il nous fasse une prévision de versement mobilité. 350 000, on s'est cru riche. Et puis voilà qu'il est levé depuis 1 an et demi. Et j'ai appris que péniblement, on a 150 000. Et je ne sais pas ce que ça va donner avec le Covid et la claque, le risque de chômage et la claque sur l'économie. Je ne sais pas combien il va rester, mais avec ça, on ne peut pas organiser grand-chose. Si je fais ce propos politique, c'est parce que je suis parlementaire. Mais si j'étais encore président de communauté de communes, moi, je n'hésiterais pas à prendre la compétence mal financée mobilité. Et j'irais dedans empiriquement. Pourquoi? Parce que je veux rendre service à mes habitants et que la communauté de communes, c'est la bonne maille pour activer. Le PETR, c'est encore mieux. Je salue le PETR du Guinée-Billois, qui est un des seuls PETR qui a pris la compétence mobilité et qui mène des opérations extrêmement intéressantes. Mais j'irai de manière empirique en bricolant, en puisant dans l'excellente brochure Transdev ADCF, là, qui est un recueil d'expériences actualisées extrêmement intéressant. Et j'irai expérimenter, j'adapterai et je monterai en puissance. Mais je monterai en puissance, il faut qu'on arrive dans les espaces peu denses à avoir une ingénierie de qualité, une ingénierie en interne. Et c'est la condition pour décoller. Parce qu'à coup de bureau d'études et de changement d'équipe politique, de changement d'exécutif, on n'arrive pas à travailler de manière satisfaisante. Je pense qu'il y a, pour rendre service à nos populations, la nécessité de le faire en s'appuyant sur l'échelon régional. Et cette loi est bonne de ce point de vue-là, qui couvre tout le territoire d'autorité organisatrice et qui, par défaut, confie à la région le soin de le faire. Et l'échelon régional est indispensable, et je salue la région, pour coordonner. On ne peut pas organiser les mobilités sur des trop petits périmètres et définir avec nous la bonne échelle des bassins de mobilité, ni trop grande, ni trop petite, à travailler à l'idée d'une billetterie commune, à appuyer en ingénierie les collectivités qui vont initier les choses. Et on doit s'appuyer aussi sur le réseau d'associations d'élus. Ce que fait la DCF est excellent comme travail. J'ai signalé la qualité du travail avec Transdev. S'appuyer sur l'ADEME, sur le CEREMA. La petite équipe de France Mobilité, vous ne les connaissez pas bien, mais ils font un travail exceptionnel avec très très peu de moyens. Ils s'appelaient en anglais avant French Mobility. On les a tellement tous bâchés qu'ils se sont rebaptisés France Mobilité autour de David Cobel. C'est des militants, ils sont à la DGITM, au ministère des Transports, mais ils travaillent d'une manière très pertinente et intéressante. Voilà, j'en ai à peu près fini de ma présentation. Je veux juste redire oui, je l'ai passé, un tout petit mot. Moi, je travaille en ce moment pour la délégation à la prospective du Sénat sur un rapport sur les espaces peu denses et on va mettre la focale sur 2 points essentiels. Le vélo dans les espaces ruraux. Il y a un rapport qui vient de sortir de l'ADEME qui montre que le vélo a reculé dans les espaces ruraux, alors qu'en ville, il gagne et qu'au profit de la crise, là, ça peut être une solution plus que pertinente. Mais même dans les espaces peu denses, tout le monde n'a pas 40 km à faire. On peut se rabattre sur un car, on peut se rabattre sur une station de covoiturage avec un vélo électrique. Ce n'est pas délirant, ça peut amener des bons services. Pas pour tout le monde, mais c'est un mode qu'on ne doit pas négliger. Et puis l'autre message de fond, je fais très vite, j'étais un peu bavard, c'est le covoiturage.
il y a des expérimentations extrêmement intéressantes de lignes de covoiturage virtuel. On va en parler, je pense. Et puis, c'est dans la brochure ADCF Transdev, là. Il faut penser qu'avec 90% des transports qui se font en bagnole dans les espaces peu denses, il faut socialiser cette voiture. Il faut imaginer un temps d'après où la voiture pourrait être conçue pour le partage et devenir un moyen, un transport collectif individuel, quelque chose comme ça. Il faut trouver les bonnes clés. Et je crois que là, il y a une solution qui est à notre portée si on y met de l'intelligence, des moyens aussi, parce qu'il faut changer l'image qu'on a de la voiture, le mythe de l'automobile qui amène la liberté, le rêve, l'espace de déconfinement personnel, etc., pour en faire autre chose. Et on a des solutions à portée de main. Merci beaucoup. Voilà, j'ai fini mon introduction et je reste avec vous, en tout cas. J'étais très Tout à fait, j'espère bien. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jacquin. Effectivement, vous avez évoqué beaucoup de choses qu'on va voir ce matin, bon, dans la modestie que nous donne 1h30 de web rencontre par rapport à ce qu'on peut faire en présentiel d'habitude. Avant de voir la manière empirique que vous évoquiez tout à l'heure avec Cécile Hubert de Transdev, on va d'abord compléter un petit peu sur le côté contexte de la LOM et transfert de la compétence mobilité aux intercos avec Raphaël Meyer. Merci Raphaël. Si tu le veux bien, je te laisse la main pour que tu puisses nous donner quelques éléments juridiques et puis ensuite on prendra les premières questions sur cette compétence et ce qu'elle veut dire pour nos intercos. Si Cécile. Alors, j'ai préparé une présentation concernant les règles juridiques. Donc, ce sera un survol très rapide, hein, qui sont issus de la LOM. Tout d'abord, comme l'a évoqué le sénateur Jacquin, la LOM effectue un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on passe d'une politique de transport qui était centrée sur les transports collectifs et les infrastructures à une politique de mobilité afin de couvrir l'ensemble des enjeux d'accès à la mobilité, donc, comme on l'a vu, qui ne se limitent pas ni au transport collectif, ni aux infrastructures. Je vous propose d'évoquer les règles juridiques en plusieurs points. On verra quels sont les AOM de droit commun, pour ensuite s'intéresser aux modalités de transfert de la compétence aux communautés de communes. Nous verrons les missions qui peuvent être mises en œuvre par les AOM, les avantages, comme l'a évoqué également le sénateur, pour une communauté de communes de devenir AOM, et enfin, on évoquera très rapidement le versement mobilité. Les AOM de droit commun sont les communautés de communes, à condition qu'un transfert de compétences soit effectué à leur profit, selon des conditions qui vous seront détaillées dans une autre planche. Les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles de droit commun, la région, par défaut, c'est-à-dire si la communauté de communes ne prend pas la compétence, et ce, au 1er juillet 2021. Après être AOM, donc, il est possible de retransférer la compétence à des syndicats mixtes fermés ou ouverts, et la LOM a ouvert la possibilité au POTR de devenir AOM, ce qui est une avancée. Quelles sont désormais les possibilités de transfert de compétences mobilité aux communautés de communes? Que faut-il faire? Dans un premier temps, le conseil communautaire devra adopter une délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés avant le 31 mars 2021. Alors, cette date a changé le 1er avril 2020 pour justement laisser le temps aux communautés de communes, au conseil communautaire de délibérer. Initialement, la loi d'orientation des mobilités avait prévu une délibération au 31 décembre 2020. Avec le report des élections du second tour, etc., le législateur, qui est plutôt le gouvernement qui a agi par ordonnance, a modifié cette date et l'a reportée au 31 mars 2021.
Donc, ce conseil communautaire devra notifier la délibération à chaque exécutif communal. Dans un deuxième temps, et à partir de cette notification, les conseils municipaux auront 3 mois pour délibérer dans les conditions habituelles de majorité, individuellement, c'est-à-dire à la majorité absolue des suffrages exprimés également. À l'issue de ce délai, l'accord portant sur le transfert, donc l'ensemble des accords, doit avoir été exprimé par la majorité requise concernant la création d'un EPCI. C'est la majorité classique, 2/3 des communes représentant plus de la moitié de la population totale de l'EPCI, ou l'inverse, avec en plus l'accord de la commune représentant plus du quart de la population lorsqu'elle existe. Voilà. 2 hypothèses peuvent alors se présenter dans ce cas. Soit le préfet prend acte du transfert en édictant un arrêté de transfert et la communauté de communes devient compétente au 1er juillet 2021, soit, si ces conditions ne sont pas réunies, la compétence n'est pas transférée à la communauté et elle remonte à la région qui l'exerce sur le territoire de la communauté de communes au 1er juillet 2021. Quelles sont désormais les missions des AOM? Alors, plusieurs missions qui pouvaient être d'ailleurs exercées avant la LOM, mais ont été précisées par la LOM afin de clarifier un petit peu les possibilités de services proposés. Donc, on le voit, il y a des services réguliers de transport public de personnes, des services à la demande de transport public, etc. Ce qui est important, c'est que l'ensemble de ces services revêt un caractère facultatif pour l'AOM. C'est-à-dire que lorsque la communauté de communes devient AOM, par exemple, elle n'a aucunement l'obligation d'organiser l'ensemble de ces services. Et ça, c'est très important. Ça a pu être mal compris par certains au départ, mais c'est très important à rappeler. On passe désormais aux avantages pour une communauté de communes de devenir AOM. Il y a 2 principaux avantages. Le premier, c'est vis-à-vis des services préalablement organisés par la région. Il n'y a aucune obligation de reprise des services dans un délai contraint. C'est-à-dire que la communauté de communes exerce un choix quant au transfert ou non des services de transport préalablement organisés par la région. Autrement dit, la région qui a organisé les services de transport scolaire ne sont pas, dès le 1er juillet 2021, transférés à la communauté de communes. Cette dernière peut exercer un choix. Soit elle choisit de reprendre les services, soit elle ne le choisit pas, mais lorsqu'elle choisit de reprendre ces services, ce choix s'impose à la région et la reprise se fait dans un délai convenu avec la région. C'est-à-dire que lorsque la communauté de communes finalement se sent prête à prendre la compétence, elle effectue le choix. Ça peut être 1 an, 2 ans après le transfert effectif de la compétence, c'est-à-dire 2 ans après le 1er juillet 2021, ce qui fera le 1er juillet 2023, par exemple. Deuxième avantage, vis-à-vis des missions que la communauté de communes souhaite exercer. Parce que, comme on l'a vu, tous les services qui sont listés dans le Code des transports sont des services facultativement mis en place. Il n'existe, encore une fois, aucune obligation pour les communautés de communes d'exercer l'ensemble de leurs prérogatives. Donc, dans les territoires peu denses qui nous intéressent aujourd'hui, comme le disait le sénateur Jacquin, il n'y a pas d'obligation, et c'est souvent la crainte, d'organiser un service de transport régulier, un service de transport collectif qui n'aurait aucun intérêt dans un territoire peu dense. La communauté de communes, dans ce cas-là, peut décider de n'organiser qu'un service de transport à la demande, ce qui est un peu plus adéquat. Désormais, on va s'intéresser au versement transport devenu, depuis la LOM, le versement mobilité. Il y a juste un changement de nom, ça ne change quasiment rien, juste un changement de nom. Alors si, il y a une petite nuance, parce que si, en effet, la communauté de communes qui a pris la compétence n'organise pas de service de transport régulier
de personnes, et ça peut être le problème dans les territoires peu denses, eh bien, la communauté de communes ne pourra pas lever du versement mobilité. En fait, c'est une condition sine qua non à la levée du versement mobilité. Alors, qu'est-ce qu'un service régulier de transport public? Il se définit comme un service collectif dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas essayer de faire passer un service de transport à la demande en service régulier de transport public parce que toutes les conditions ne seraient pas réunies. Et là, le juge serait apprécierait en principe de manière assez stricte si c'est possible de mettre en œuvre ou non. En revanche, une fois que un service de transport régulier est mis en place, l'affectation du versement mobilité pourra concerner l'ensemble de la compétence, c'est-à-dire les dépenses d'investissement et de fonctionnement du service régulier de transport public, d'une part, mais également toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité qui auront été mises en place et qu'on a citées tout à l'heure. C'était tout. Très bien, merci beaucoup Raphaël pour ce complément juridique sur la prise de compétence. Ah, Monsieur Jacquin nous a quittés temporairement. Alors, ce que je vous propose à ce stade, avant qu'on passe un petit peu à… Alors, comme l'a dit Monsieur Jacquin tout à l'heure, la DCF et Transdev ont réalisé un guide qui sort cette semaine, mais Citoyens et Territoires a également sorti un bouquet d'expériences de ce qui se fait sur les territoires. Avant qu'on passe dans le concret, on va dire dans le dur du sujet de ce que vous pouvez faire sur vos territoires, je vous propose qu'on puisse prendre quelques questions s'il y en a sur cette première partie. Donc tout d'abord, ne vous en faites pas, le support vous sera transmis par mail. Si vous n'avez pas pris de capture d'écran, c'est pas grave. On vous enverra ça dans les prochains jours. Je vous rappelle que vous pouvez lever la main en bas de votre écran si vous souhaitez poser une question à l'oral. Donc n'hésitez pas, c'est l'occasion. Et sinon, on a peut-être des questions à l'écrit. Oui. Notamment sur la partie de Raphaël. Christelle, est-ce que tu as vu Tout à fait, oui. Donc, 2 communautés de communes alsaciennes, voilà, qui posent la question, en gros, quand la compétence a été prise par l'intercommunalité, une commune ne pourrait plus organiser de transport scolaire entre la commune et une commune associée ou de transport périscolaire, voilà, entre la commune et l'école, la cantine. Qu'en est-il? Alors, pour la première question, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un transfert de la compétence qui est effectué au profit de la communauté de communes, les communes sont en effet dessaisies de leurs compétences en vertu des principes de spécialité et d'exclusivité. Alors, donc dans ce cas-là, en effet, la commune ne pourra plus organiser les services de mobilité qu'elle organisait auparavant. Alors, la parade, si c'en est une, à notre sens, ce n'est pas une vraie solution. C'est que la communauté de communes ne prenne pas la compétence. Dans ce cas-là, la compétence remonte à la région au 1er juillet 2021. Cependant, il y a une atténuation de ce principe. C'est que les communes pourront continuer d'organiser les services qu'elles organisaient avant le transfert, donc avant la remontée de la compétence à la région. Voilà. Donc ça, il est possible finalement que la commune continue, mais à condition que la compétence remonte à la région. Sinon, en effet, la communauté de commune devient compétente, la commune ne peut plus agir, et c'est à la communauté de communes donc, qui se substituera à la commune dans les services, dans les contrats qui avaient été préalablement mis en œuvre. Donc, par exemple, s'il y avait une délégation de service public concernant ce service de transport scolaire, il y aura juste une substitution de personne morale, c'est-à-dire que la communauté de communes se substituera à la commune dans le contrat avec le titulaire du contrat. Mais ça ne changera rien, le service sera toujours organisé de la même manière.
Merci Raphaël. Je vous rappelle de favoriser si possible l'oral ou les questions-réponses plutôt que le chat. Alors, je vois une question à l'oral de Sophie Sibidier. Merci Madame Sibidier du Pays de Langres. Je vais vous permettre de parler. Logiquement, dans 1 minute, on devrait pouvoir vous entendre. Alors, il y a toujours un petit temps. Voilà, logiquement, on vous entend. Madame Sibidier? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Oui, tout à fait. bonjour. Bonjour. Alors, je suis directrice du PETR du Pays de Langres, donc dans le tiers sud du département de la Haute-Marne. Nous engageons avec nos 3 intercos une étude. On vient de recruter le prestataire. On va engager un travail pour à la fois définir l'offre de mobilité sur le territoire et puis apporter des éléments d'aide à la décision pour les intercos sur la prise de compétences. Et j'avais une question là. En fait, on a affaire à des élus aujourd'hui qui ne sont pas très sensibilisés, qui ont peur de prendre la compétence au niveau de l'interco. Notamment nos élus langrois. Langres et la commune limitrophe Saint-Jaume, qui est le poumon économique du territoire, organise le transport urbain. Et il y avait une question qui se posait à ce niveau-là en se disant, est-ce que pour vous, est-ce qu'il est plus pertinent de ramener cette compétence transport urbain à une échelle interco, puis PETR si jamais la décision se prend, ou est-ce qu'il est plutôt préférable de saucissonner en fait les compétences et de garder par exemple que le transport à la demande à l'échelle du bassin d'emploi? Alors, c'est peut-être une question que vous pouvez vous partager à répondre. Raphaël, je te laisse commencer. Alors, moi, je vais avoir une réponse de juriste. Voilà, je m'y attendais. C'est que, en fait, c'est plus une question d'opportunité politique que juridique, finalement. Oui. Là, je ne pourrais pas me prononcer, mais en effet, le PETR peut être un échelon pertinent, mais au préalable, il faudrait que la compétence mobilité soit transférée à la communauté pour qu'elle soit ensuite transférée au PETR. Après, sur le choix de l'exercice, si vous saucissonnez la compétence ou si vous attribuez, c'est-à-dire vous transférez au PETR l'ensemble de la compétence relevant des AOM, ça c'est un choix plus politique. D'accord. Ouais, donc ça reste un choix politique là. Pour vous, il n'y a pas d'avantage juridique à rassembler l'ensemble des missions. Alors, si, pardon, il peut y en avoir un. C'est-à-dire que l'AOM est le seul qui puisse lever le versement mobilité. S'il y a un saucissonnage de la compétence, on pourrait se demander s'il n'y a qu'un seul AOM. Et par exemple, si vous transférez au PETR les services de transport réguliers, mais que l'AOM reste la communauté de communes, il y aura une sorte de dissociation entre les deux entités. Et donc, ça pourrait bloquer éventuellement le versement mobilité. Ça, ce serait un point d'attention à garder à l'esprit. Très bien, merci Raphaël. Monsieur Jacquin, non, je ne vous voyais pas. J'ai hésité, je croyais que je vous avais fait lever la main. Sinon, j'ai une autre main levée de Michael Jonvel à qui je vais permettre de parler. Je devrais vous ouvrir le micro, Monsieur Jonvel. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Donc, Michael Jonvel, chargé de mission mobilité transport donc à la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois, espace tampon entre la métropole du Grand Nancy et le pays du Lunévillois. Tout d'abord, donc nous, on a pris la compétence de la mobilité très récemment, donc en 2017. On a créé donc un service régulier de transport et un service de transport à la demande qui fonctionne très bien. Maintenant, c'est vrai que ça rejoint un peu la question de Madame Sidibé par rapport à la dimension du covoiturage. On est souvent démarché par des prestataires privés pour mettre en place un service de covoiturage. Et nous, effectivement, il ne nous semble pas pertinent de le créer à notre propre échelle. Et je voulais savoir si, effectivement, cette dimension covoiturage pouvait, tout en gardant la compétence de la mobilité, transférer, par exemple, à un syndicat mixte tel que la Multipôle Sud-Lorraine, et que ce soit organisé à cette échelle-là,
parce que ça serait beaucoup plus pertinent, comme disait M. Jacquin tout à l'heure, en termes de massification des flux, etc. On sait très bien que les espaces ne sont pas imperméables, que les communautés de communes sont très, on va dire, en termes de flux et de bassins de mobilité polarisés sur la métropole. Hein. Même au fin fond du Lunévillois, il y a beaucoup de personnes qui vont travailler sur la métropole du Grand Nancy, et je pense que du côté de Pont-à-Mousson, etc., c'est exactement la même chose. Et voilà, je voulais savoir si c'était possible de pouvoir travailler à cette échelle-là sur cette dimension covoiturage qui prendrait beaucoup plus de sens plutôt que de chacun avoir son propre système de covoiturage. On sait qu'à la fin, on n'aurait pas les flux et la masse nécessaire pour que cela fonctionne. Alors, tout à fait. Ça, dès lors que vous avez la compétence actuellement, vous pouvez décider de transférer. En fait, c'est une partie de la compétence. Là, ça concernera les services de covoiturage. Et c'est tout à fait possible de saucissonner la compétence. Donc, vous pouvez vous transférer cette mission. Juridiquement, c'est une compétence, mais c'est une mission au sein de la LOM, donc, à un syndicat mixte. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Ça se fera classiquement. C'est un transfert de compétences au profit d'un syndicat mixte. Par convention classique Alors, ce sera un transfert, donc il faudra l'accord des membres du syndicat, etc. Je pourrais revenir vers vous pour vous préciser les modalités de transfert. Très bien, on va noter votre nom, Monsieur Jonvel, pour continuer les échanges tous les deux éventuellement sur ce transfert. Et évidemment que le changement d'échelle ou alors la bonne réflexion sur les échelles, notamment sur des choses comme le covoiturage, sont importantes. Je pense que vous le verrez aussi dans les documents qu'on vous transmettra. Ce que je vous propose, comme il est déjà 10h43 et qu'on accueille Monsieur Rascalon à 11h, c'est qu'on prenne une ou deux questions peut-être écrites. J'en vois une. J'en vois une, désolée Cécile, qui est très intéressante, c'est le cyclable, création de pistes cyclables, organisation de services de location, parking, fait-il partie de la compétence mobilité? Alors justement, sur ce point, l'ADCF s'était rapproché de ses parlementaires pour poser une question écrite, et la question écrite, la réponse qui nous a été apportée, et a été classiquement dans la droite ligne du droit constant, qui permet de dire que, en effet, les pistes cyclables ne font pas partie de la compétence mobilité, mais bien de la compétence voirie, bien d'aménagement du territoire. Donc, en effet, si la communauté de communes ne prend pas la compétence mobilité, mais qu'elle possède par ailleurs la compétence voirie d'intérêt communautaire, parce que je vous rappelle que la voirie doit être définie d'intérêt communautaire pour pouvoir exercer ses missions. Il relève du gestionnaire de la voirie de pouvoir créer des pistes cyclables. Notamment, voilà. Alors, pour les pistes cyclables, pour la création des pistes cyclables, pour l'organisation des services de location, c'est différent. Là, ça relève d'une compétence mobilité. Pour la création d'un parking, ça relève de la voirie. D'accord, très bien. Monsieur Jacquin, vous vouliez compléter ? Micro. Pardon, mais je m'excuse. Je trouve la question de M. Jonvel du Pays du Sénégal du Vermois, et d'abord je salue le travail qui a été fait sur cette communauté de communes récemment. Ils sont partis d'une organisation, j'allais dire préhistorique, pour emmener récemment un service vraiment pertinent. Et je salue la question parce qu'il pose il y a deux choses dans cette question. C'est le périmètre pertinent pour établir un service. Et on a beaucoup travaillé dans le Sud 54 pour imaginer des solutions globales. Et il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Une ligne de covoiturage ou un service de covoiturage, quel est son bon périmètre? Je profite de cette intervention pour saluer les progrès énormes du covoiturage. Vous trouverez des expériences dans le recueil qu'on a cité tout à l'heure, qui sera diffusé là par la DCF et Transdev. Mais il y a maintenant possibilité d'organiser du covoiturage très sectorisé, très très loin du modèle qu'il y avait il y a 10 ans,
où n'importe qui lançait un espèce de transport à la demande et un site de covoiturage, en gros, ça coûtait pas cher, quoi. Mais on l'activait pas véritablement. Et aujourd'hui, le covoiturage a fait des progrès considérables. Regardez l'expérience d'ECOV, ECOV, qui organise des lignes virtuelles de covoiturage d'un point A à un point B, comme si c'était une ligne de transport en commun. Et c'est en train de se décliner. Et je tiens à citer aussi l'expérience de Mobicop, dont le fondateur, un des fondateurs, c'est Mathieu Jacot, qui est un gars de Nancy, qui habite toujours sur le secteur, enfin il habite à Pont-à-Mousson, peu importe, et qui avait lancé Covivo. Et ils sont aussi experts de ces solutions de covoiturage très contemporaines. Et le deuxième point, pour pas être long, je salue aussi l'intervention de Raphaël, hein, c'est très clean ce qu'il a produit. Cette loi d'orientation des mobilités, s'il a eu le défaut de pas bien financer les mobilités en espace peu dense, je trouve qu'en termes de subsidiarité, elle a été très très loin. On n'est plus du tout sur le modèle à l'ancienne du partage des compétences en on ou off, c'est la commune ou c'est la communauté de communes. Il y a des possibilités de conserver des morceaux de compétences tout en transférant la compétence. Et là, il y a une véritable souplesse. C'était les deux petits points que je voulais souligner à cet endroit du débat. Et vraiment, j'apprécie l'animation, Cécile, que vous faites. C'est assez dynamique, même si on ne se voit pas tous. Merci. C'est gentil, merci beaucoup. Je vous propose peut-être une dernière question et puis ensuite on commence à prendre du retard et ce n'est pas notre habitude. Oui. On passera à la deuxième partie. Christelle, tu as… Alors oui, il y a deux petites questions. Une question, mais une très rapide, c'est pour ça. Alors, les dispositions évoquées s'appliquent-elles à l'Île-de-France? Oui, alors la région peut-elle imposer une interco de prendre une compétence? Alors, je ne t'ai pas très bien entendu, Christelle. Je ne sais pas si tout le monde… Non, moi non plus. Non, je crois qu'il y a eu un petit problème de son. Alors, sur la question, c'était… Oui, est-ce que ces dispositions s'appliquent à l'Île-de-France? Non, alors Île-de-France Mobilité fait l'objet de dispositions spécifiques. Et la mobilité… La région peut-elle imposer la région peut-elle imposer une interco? La région peut-elle imposer une interco de prendre une compétence, par exemple le transport scolaire? Voilà, c'est ça. Alors, non. Enfin, en fait, elle se recoupe avec une autre question qui demande si des transports internes au périmètre de la communauté de communes devenus AOM sont-ils automatiquement transférés à la communauté de communes lorsqu'ils étaient préalablement organisés par la région? Eh bien non, en fait, c'est le point que j'évoquais tout à l'heure. Il n'y a pas d'obligation, même si le transport scolaire était exclusivement effectué sur le ressort territorial de la communauté de communes, de reprendre au 1er juillet 2021 l'exercice effectif des transports scolaires. C'est-à-dire que l'exercice pourra toujours être organisé par la région et dès lors que la communauté de communes se sentira prête pour prendre la compétence, elle pourra, par convention, convenir de reprendre l'exercice effectif de cette compétence à son niveau. Mais il n'y a pas d'automaticité du transfert. Et juste la deuxième petite question sur laquelle je voulais revenir, c'était est-ce que les dispositions évoquées s'appliquent à l'Île-de-France? Non, l'Île-de-France fait l'objet de dispositions spécifiques et c'est Île-de-France Mobilité qui organise les transports en Île-de-France. Très bien. Merci beaucoup pour cette première partie un petit peu sur la compétence. Évidemment, à la fois citoyens et territoires et puis le pôle juridique de la DCF reste à votre disposition pour préciser un petit peu la compétence. On va voir ce que font un petit peu les territoires en pratique, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on met en place sur les territoires? C'est pas toujours évident de se dire j'ai rien d'original avec ce que j'avais prévu, et puis finalement de voir que certains ont poussé un petit peu les expériences. Je vous propose donc d'accueillir
Cécile Hubert, si tu veux bien allumer ta caméra, Cécile, qui va nous parler, bonjour, qui va nous parler donc de 3 expériences qui ont été répertoriées notamment dans le guide ADCF Transdev qu'on vous a remis dans le chat là tout à l'heure. Cécile, je vais te laisser la main, juste un petit encart. Toutes les expériences donc, que vous pouvez trouver dans le guide ont été travaillées sur bien sûr plusieurs mois voilà, avec Transdev et la DCF. Donc on sait qu'il y a eu pas mal de choses. N'hésitez pas à poser vos questions. Cécile est particulièrement renseignée sur ces cas. Donc je te laisse nous les présenter et puis éventuellement on prendra quelques questions ensuite. Oui, merci beaucoup Cécile. Bonjour à tous. Alors je vais tout d'abord vous présenter, partager mon écran pour vous présenter un diaporama. N'hésite pas à parler un tout petit peu plus fort, je pense. Voilà. J'espère que vous voyez tous bien mon écran. Donc, je voulais aujourd'hui vous présenter un aperçu du contenu du guide qui a été produit en partenariat avec la DCF et Transdev et qui s'intitule donc « Nouvelles solutions de mobilité dans les espaces de faible densité, une priorité des prochains mandats locaux ». Alors, c'est un guide qui cible la mobilité du quotidien. Les 2 images que vous pouvez voir sur cette slide, c'est le sommaire que vous retrouverez dans le guide. Donc, ce guide, il a vocation à apporter des éclairages et des pistes de réflexion et d'action sur les enjeux qui accompagnent la définition d'offres de mobilité dans les espaces de faible densité. Et puis, il illustre également et il met l'accent sur l'importance des stratégies intermodales et multimodales de déplacement et sur aussi les nouvelles formes de coopération et de contractualisation à l'échelle des bassins de vie. Et puis, vous y trouverez également un recueil d'expériences puisqu'il valorise des initiatives locales qui sont innovantes, inspirantes et qui sont portées par des territoires ruraux et périurbains. Alors, ce guide, il s'adresse avant tout aux 930 communautés de communes qui auront à se positionner sur la compétence mobilité, mais aussi plus globalement, il interroge l'ensemble de la sphère territoriale et institutionnelle, les AOM régionales, intercommunales qui seront amenées à travailler ensemble, à coopérer pour développer des offres de mobilité territoriale. Donc, ce recueil d'expériences et plus largement le guide, il se nourrit d'un certain nombre d'entretiens et de rencontres avec de nombreux acteurs. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous plus précisément 3 retours d'expérience que vous pourrez retrouver de manière plus détaillée aussi dans le guide. Alors, ces 3 retours d'expérience, ils sont différents, ils sont adaptés aux spécificités territoriales, mais ils sont assez complémentaires pour illustrer les enjeux de mobilité et de coopération territoriale. Alors, les 2 premiers exemples que je voulais partager avec vous, ce sont des démarches qui sont portées par des communautés de communes et qui sont tournées vers la mobilité des actifs. Alors, la toute première, c'est la communauté de communes du Sud Avesnois, située dans les Hauts-de-France. Donc, cette intercommunalité, c'est 12 communes et 26 000 habitants. Et ici, la communauté de communes du Sud Avesnois, elle a travaillé les enjeux de mobilité dans un objectif d'accès et de retour à l'emploi de ses habitants, puisque c'est un territoire qui est particulièrement éloigné des pôles d'activité et où le taux de chômage dans certaines communes atteint plus de 30%. Voilà, donc la démarche de cette communauté de communes, elle est particulièrement innovante de par son approche collaborative et participative, puisqu'elle a fédéré à la fois les habitants, mais aussi tous les partenaires de la santé, de l'insertion, les acteurs aussi économiques, institutionnels et académiques du territoire. Et finalement, ce rassemblement d'acteurs, ça préfigure aussi d'une certaine façon les comités de partenaires qui sont portés par la LOM. Et aujourd'hui, la communauté de communes propose tout un bouquet de solutions à ses habitants, donc qui est composé de transport à la demande, de location de vélos électriques, mais aussi d'un service avec une maison de la mobilité, donc qui regroupe un certain nombre d'informations sur les offres disponibles, et également des ateliers de coaching mobilité qui sont individuels ou collectifs pour lever les freins psychologiques des habitants. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le modèle d'action de cette communauté de communes, il est bien engagé sur les outils qui sont proposés par la LOM, notamment le bassin de mobilité, les contrats opérationnels de mobilité
où les comités des partenaires ou des réflexions sont déjà en cours pour s'approprier ces outils. Donc voilà pour ce premier exemple. Et pour poursuivre, je voulais vous présenter un deuxième exemple de communauté de communes qui est assez différent. C'est la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, qui est située en région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors ici, c'est 44 communes pour 70 000 habitants. Cette communauté de communes, elle est située en périphérie de la métropole lyonnaise, dans un pôle d'activité qui est fort et où l'emploi, à contrario de l'exemple précédent, est très présent, puisqu'elle a la particularité de compter sur son territoire un très grand parc industriel, qui est le parc industriel de la Plaine de l'Ain, et qui accueille quotidiennement environ 7000 salariés. Mais aujourd'hui, la communauté de communes n'a pas de transport collectif qui permette de desservir ce parc, et elle cherche encore son offre de mobilité depuis maintenant une dizaine d'années. Alors aujourd'hui, la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, elle teste un nouveau bouquet de solutions qui est plutôt tourné autour de la voiture individuelle avec des lignes de covoiturage fortes, de l'autopartage, et qui est aussi tourné vers les stratégies intermodales, de par la présence aussi de 2 gares TER qui sont situées sur son territoire et qui assurent une liaison directe avec la métropole lyonnaise. Alors, la particularité aussi de cette communauté de communes et sa situation géographique en périphérie de la métropole lyonnaise, elle la positionne dans un bassin de mobilité qui est assez large et complexe, puisqu'elle est notamment intégrée au périmètre d'études du syndicat mixte des transports de l'aire métropolitaine lyonnaise. Alors, la carte que vous pouvez visualiser sur le diaporama, elle vous montre que donc, ce périmètre d'études, c'est le périmètre qui est en orange pâle, et qui en fait est le périmètre d'usage des mobilités sur ce territoire et qui se distingue du périmètre un peu plus foncé qui est le périmètre de gouvernance. C'est un dispositif qui est particulièrement intéressant puisque pour penser le bassin de mobilité qui est porté par la LOM et pour favoriser l'intermodalité à l'échelle de ce grand bassin, le syndicat mixte de l'aire métropolitaine lyonnaise a élaboré une méthodologie de découpage en 8 sous-bassins, donc en 8 bassins de vie. Et ces 8 bassins de vie, ils sont structurés autour des grands corridors de déplacement. Voilà, donc on a trouvé cette réflexion particulièrement inspirante, puisque c'est aussi une manière de travailler sur les enjeux de coopération territoriale, avec ici l'ensemble des parties prenantes de la mobilité sur ce vaste territoire. Sur cette thématique de coopération territoriale, pour poursuivre voilà, sur ce thème, je voulais vous présenter un dernier exemple de coopération territoriale, et c'est celui de la vallée de l'Ariège, donc située en région Occitanie. Et ici, c'est le syndicat mixte de Scott de la vallée de l'Ariège, donc qui regroupe trois intercommunalités. On a 2 communautés de communes, une communauté d'agglomération, pour donc au total 97 communes et 82 000 habitants. Donc ce syndicat mixte de Scott, il s'est penché sur les enjeux de mobilité et plus spécifiquement les enjeux vraiment de travailler ensemble pour mutualiser les moyens d'appréhender en fait la mobilité à l'échelle de ces 3 intercommunalités. Donc actuellement, une étude est en cours pour réfléchir à la préfiguration d'une AOM unique et d'une gouvernance centralisée à l'échelle de ce territoire de 3 intercommunalités. Donc cette démarche intercommunale autour de la mobilité, elle était importante puisqu'elle était en fait gage d'attractivité pour le territoire et puis elle permettait aussi d'étudier les enjeux d'influence du territoire avec l'aire métropolitaine toulousaine, puisque le territoire s'est rendu compte que les échanges étaient nombreux avec l'aire métropolitaine toulousaine. Il y a ici aussi une vraie volonté donc, de se positionner sur une prise de compétences mobilité, et avec bien sûr les enjeux que cela soulève, donc notamment en termes de ressources financières, mais aussi en termes d'intégration de toutes les compétences RH dans ce dispositif global. Voilà, donc pour terminer
Pour terminer cette petite présentation, vous retrouverez bien sûr beaucoup plus de détails dans le guide, mais je voulais vous montrer à travers ces 3 exemples les enjeux de mobilité dans les espaces de faible densité, avec bien sûr leur singularité, et aussi comment ces territoires qu'on a pu étudier à travers des rencontres, y ont apporté des réponses, et puis, ou alors cherchent encore à y apporter des réponses. Et plus globalement, dans l'étude, vous découvrirez aussi, je l'espère, si vous avez la possibilité de lire ce guide, que nous apportons aussi également des éclairages sur les outils de la LOM, les bassins de mobilité, les contrats opérationnels de mobilité ou les comités de partenaires, et sur la façon dont ces outils sont appréhendés par les acteurs que nous avons pu rencontrer. Donc, il y a dans ce guide des éclairages, des pistes de réflexion, mais il y a aussi beaucoup de questions qui sont soulevées, puisqu'il reste aussi beaucoup à construire collectivement. Et puis, le contexte aussi inédit de crise que nous traversons donne aussi une nouvelle ampleur à la mobilité du quotidien. Elle poussera aussi certainement les acteurs de la mobilité à proposer des offres qui sont globales, qui sont concertées, qui sont aussi coordonnées à l'échelle des bassins de vie, tout en respectant aussi des dimensions d'impératifs écologiques et puis aussi demain des impératifs certainement sanitaires. Voilà. Merci pour votre attention. C'est d'actualité. Merci beaucoup, Cécile. Je vous propose de prendre quelques questions, peut-être alors sur ces exemples en particulier précisément, si vous voulez éclaircir quelque chose, mais éventuellement sur d'autres exemples, si vous pensez à quelque chose. On a choisi avec Cécile de présenter uniquement des exemples qui ne soient pas dans le Grand Est pour que vous ne soyez pas ennuyés par des choses que vous connaissez déjà, mais vous retrouverez avec plaisir, j'imagine, l'exemple du PETR du Lunévillois qui est développé dans le guide qu'on vous a cité. Alors, n'hésitez pas à poser des questions plutôt sur cette partie-là. On reverra les questions compétences plus tard. J'active également le micro de Marie-Emmanuelle Huilot qui est à la direction institutionnelle de Transdev et qui éventuellement pourrait apporter un complément à vos questions s'il y en a. Donc, est-ce qu'on a des questions à l'oral? N'hésitez pas, c'est le moment. Il n'y en a peut-être pas parce que c'était très très clair. C'est aussi le revers de la médaille. Alors, je regarde du côté de l'écrit, mais je crois qu'elles sont principalement... Il n'y a pas de nouvelles questions. Non, c'est ça. Hein. Je pense que c'était assez clair comme ça. Donc, n'hésitez pas à parcourir le guide. Éventuellement, on pourra vous donner des références de contact. Si vous avez des questions sur le guide, n'hésitez pas à nous les poser. Alors, nous, notre responsable conseiller mobilité a quitté la DCF il y a peu, mais Cécile est toujours en contact avec nous sur le suivi du guide. Alors, je vous ai mis en complément un recueil d'expériences aussi qu'on avait fait dans le Grand Est en fin 2018 avec une quarantaine d'expériences sur la mobilité en secteur peu dense. Voilà. Je vous ai mis le lien dans le chat. Voilà, vous avez les 2 liens, le bouquet d'expérience et le guide ADCF. On vous les remettra et puis on vous enverra un mail de toute façon avec tous ces supports et tous ces guides pour que vous ayez une base de travail. Je vous propose à présent, on a 5 minutes de retard, d'accueillir sous peu Pascal Rascalon qui nous fait le plaisir de participer donc à cette web rencontre et avec qui on va organiser donc un échange. Christelle, tu as quelques questions à lui poser sur la prise de compétences, le partage de la compétence mobilité entre la région et les intercos. Monsieur Rascalon, je vais vous nommer conférencier si vous le voulez bien. J'espère que je ne vous surprends pas. A priori non. Et si vous voulez bien ouvrir votre caméra, alors, tac, vous devriez être avec nous. J'en profite pour vous présenter. Donc, vous êtes chef de mission intermodalité et modernisation des services Christelle, du pôle tu mobilité fais le de la robot. Région Oui, Donc, Christelle. merci d'avoir rejoint. Vous nous entendez? Alors, oui, On ne t'entend pas, Christelle. C'est toi qu'on entend assez Tu as des mal. problèmes de réseau importants. Oui,
C'est très robotique tout ça. Ah mince. Alors, bonjour Monsieur Rascalon. Désolée, ça c'est voilà. Alors, est-ce que tu as peut-être moyen de te décaler un petit peu ou... Oui, j'ai des problèmes c'est mieux là? Non. Alors, malheureusement, non, ça va être compliqué. C'est pas grave, je vous entends. Vous entendez Christelle aussi ou vous... Comme on a travaillé un petit peu les questions auparavant, Voilà. Christelle, ce que je te propose peut-être, c'est de te déconnecter et de te reconnecter éventuellement. Bon. Parce que là, on a du mal à suivre. Je peux peut-être commencer avec la première question que tu voulais poser à Monsieur Rascalon, puisque tu me les as envoyées. J'en suis désolée. Les questions et les réponses, c'est pas le problème. Non, ça va pas. Oui, je vais faire ça. Ouais, d'accord, ok. Ça marche. Alors du coup, Monsieur Rascalon, je me permets de reprendre le rôle de Christelle, même si on avait décidé que je m'occupais plutôt du général et qu'elle s'occupait du régional, puisque forcément, local de l'étape, elle en avait ce privilège. Je me permets donc de vous poser une première question donc, sur le partage de cette compétence. C'est comment la région a-t-elle reçu la LOM et quelles sont les avancées, les doutes que vous avez aujourd'hui peut-être et quelles propositions la région Grand Est a-t-elle décidé de faire à ce stade? Alors, pour resituer dans le contexte, c'est vrai que c'est une loi qui a émergé après 2 ans de travail avec les assises de la mobilité, qui est une loi qui est très, très fournie, 189 articles, et qui met en place un certain nombre de nouveaux dispositifs dans des domaines très divers et variés. Elle met en avant aussi un certain nombre de stratégies territoriales pour couvrir l'ensemble du territoire national pour éviter ce qu'on appelle les zones blanches. Et c'est bien le propos de votre réunion de ce jour pour partager les expériences, savoir ce qui peut être mis à l'échelle de chaque territoire pour correspondre un peu aux attentes et aux besoins de ses habitants en termes de services de mobilité. Ça, c'est un peu un cadre général. Les régions en tant que telles ont participé très fortement à l'écriture de la LOM et parallèlement à ça, à l'écriture, en tout cas au partage d'expériences sur l'écriture d'un certain nombre de décrets. Il y en a 80 qui sont aujourd'hui en cours avec certains délais de retard, mais en gros, il y a pas mal de choses qui seront précisées à travers ces décrets. On se rend compte que les premiers sont sortis quand même cette semaine concernant les mobilités et le fait de pouvoir financer à hauteur de 400 € les mobilités, les comptes, etc. Donc, c'est quand même assez intéressant. Comment la région a vécu la chose? Elle le vit de manière double, je dirais, puisqu'elle se voit confortée dans son rôle de chef de file de l'organisation des mobilités. Elle est confortée dans son rôle aussi d'autorité organisatrice régionale des mobilités, donc compétente pour l'organisation de tous les services d'intérêt régional. Mais surtout, le plus important, et ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est en gros quel nouveau modèle de gouvernance et quel travail menons-nous ensemble avec les intercos, à la fois sur des questions fortes de prise ou ne pas prise de compétences par rapport aux intercommunalités, du travail partenarial avec la région et surtout des modalités de gouvernance à travers ce que la LOM a appelé à la fois des bassins de mobilité, des contrats de mobilité, un comité de partenaires. Donc, il y a un volet gouvernance d'un côté et il y a surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le volet prise de compétences. Et la position de la région par rapport à ça, c'est de dire, en substance, la loi, elle est fort sympathique, elle met beaucoup de choses en avant, mais surtout, vis-à-vis de la collectivité régionale, elle n'a pas prévu de mécanismes financiers spécifiques pour pouvoir assumer complètement, techniquement et financièrement, la prise en compte de l'ensemble de ces dispositions. Donc, en gros, comment résoudre l'équation de permettre à chacun d'avoir sur son territoire l'accès à un certain nombre de services de mobilité, comment travailler sur la mise en œuvre de ces services, sur quels mécanismes à la fois techniques et financiers, et comment les partenariats peuvent se nouer entre l'AOM régionale et les communautés de communes qui ont, à travers la LOM, la possibilité de prendre la compétence avant le 1er juillet de l'année prochaine
la compétence d'autorité organisatrice de mobilité. Ce qui est important, c'est que les AOM et cette prise de compétence-là, les intercommunalités deviennent un acteur public compétent pour l'organisation de l'ensemble des mobilités sur son territoire. Le mot important, c'est le ressort territorial. En gros, sur son territoire, l'intercommunalité ou le territoire supra, puisque j'ai vu dans vos présentations qu'il y a des réflexions autour de syndicats mixtes, autour de PETR, autour de 2-3 intercos qui correspondent à un bassin de mobilité ou un bassin de vie cohérent, de pouvoir s'organiser et de mettre en œuvre à cette échelle-là des services qui soient adaptés et qui soient complémentaires. Le défi, il est là. Le défi, il est bien dans cette articulation entre le côté régional, un peu chef de file, et le côté local. La prise de compétence, on en a parlé avec Christelle, c'est une opportunité pour moi, pour les territoires. Sachant que derrière tout ça, la prise de compétence ne vaut pas immédiatement mise en œuvre d'un service de transport public. On peut prendre la compétence et prendre le temps après coup de réfléchir statutairement, juridiquement, financièrement, et de se faire accompagner. C'est un peu le bémol que nous mettons dans la loi, c'est de dire aujourd'hui, elle fait un kit, elle fait un attaché-caisse avec pas mal de choses, des fiches lecture, des fiches pédagogiques, mais aujourd'hui, les communautés de communes sont un peu toutes seules pour réfléchir à qu'est-ce que je veux, comment je veux le faire, avec qui. Et on sent que les priorités des intercos, c'est essentiellement le développement économique, c'est l'emploi. Les transports, ce n'était pas une compétence obligatoire, donc on est un peu loin de cela. Comment fait-on dans ce laps de temps jusqu'en juillet l'année prochaine pour se poser les bonnes questions et avoir pris ou délibéré pour la prise de compétences avant le 31 mars 2021? C'est ça l'enjeu, il est là. Et la première étape, c'est se poser les bonnes questions avec les nouveaux exécutifs qui seront en place d'ici la fin du mois pour les communes et les intercos, j'espère, le plus rapidement possible, pour se poser en 6 mois les bonnes questions. Et on en a parlé avec Christelle dernièrement, je voulais le livrer à tout le monde. Le président Rotner a écrit à Madame Borne en disant « Madame la ministre, les délais nous semblent aujourd'hui trop courts, malgré la crise du Covid, malgré un délai supplémentaire de 3 mois. Les délais nous semblent trop courts pour donner les clés de lecture, pour donner tous les arguments, pour donner le temps aux nouveaux élus qui seront en place, pour identifier leurs besoins, définir une stratégie, mettre en œuvre un plan d'action, savoir comment ils veulent aller dans cette logique de prise de compétences ou non. » Ça, c'est un premier écueil. Le deuxième écueil, c'est qu'aujourd'hui, dans les communautés de communes, les compétences liées à cette stratégie de mobilité ou autre n'y sont pas forcément. Et donc, il faut créer une dynamique autour des élus avec des partenaires associés, mais aussi avec un assistant à maîtrise d'ouvrage ou autre qui puisse permettre de faire remonter les besoins et de les formaliser ouvertement. Ça ne sert à rien de mettre en place une stratégie si cette dernière, elle est complètement déconnectée à la fois d'une stratégie politique, mais aussi des besoins réels à la fois des entreprises, mais des usagers et des citoyens d'un territoire. Ça, le deuxième écueil, le deuxième enjeu, il est là-dedans. Donc oui, réflexion en amont apportée, délai trop court, on peut le déplorer, mais il faut que les communautés de communes s'emparent de ce sujet en priorité pour, oui ou non, on veut prendre la compétence. Cette prise de compétence, elle peut s'échelonner dans le temps, puisqu'il y a des mécanismes dans la loi qui font qu'on peut prendre la compétence sur son ressort territorial, mais laisser à la région les services préexistants à l'intérieur de ce territoire. Donc, il y a tout un travail de fond à mener, et il y a tout un travail de coordination spécifique avec des EPCI, mais aussi une logique partenariale et de contractualisation avec la région pour des services qui traversent. Je veux dire, quand on met en place, quand on a des services préexistants de lignes interurbaines ou scolaires et qu'à l'intérieur de ce périmètre, on les redonne entre guillemets à l'interco ou on les garde, c'est tout un travail de fond à mener ensemble. Donc, tout ce travail-là est à mener d'ici 2021. Encore faut-il avoir les moyens humains et financiers. Quand je fais un benchmark autour des autres régions métropolitaines, mes collègues vivent la LOM comme nous. C'est-à-dire que quand nous devons réfléchir à une stratégie, à mettre en place une gouvernance, des bassins de mobilité, des contrats opérationnels, et que derrière, il n'y a aucun mécanisme financier ni humain, comment arriver à résoudre l'équation? Oui, tout à fait. Voilà,
c'est quelque chose que je mets en débat et M. Jacquin il est plus que dans le coup. Voilà, c'est quelque chose que vous livrez, mais bien sûr, on est aux côtés. Bien sûr, l'évolution des compétences est bien. Bien sûr, les zones blanches, c'est quelque chose à traiter. Il faut un peu plus de temps pour accompagner les territoires. Il faut un peu plus de temps pour mettre de l'ingénierie et identifier les besoins. Et il faut un peu plus de temps et de moyens. Le mécanisme financier aujourd'hui n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire pour que le territoire soit complètement couvert et qu'il y ait une convergence entre les autorités organisatrices de mobilité régionale et les intercos qui veulent se saisir de cette compétence d'AOM. Voilà un peu le dilemme, il est là. Monsieur Jacquin pourra réagir ou les participants pourront réagir. Vous voulez dire qu'effectivement, il y a vraiment une volonté politique de la région d'accompagner les territoires dans la prise de compétences, en termes d'ingénierie, en termes de moyens financiers, mais qu'aujourd'hui, voilà, il y a tous les moyens ne sont pas disponibles. Aujourd'hui, la loi est en place. La volonté de la région, c'est bien sûr de s'inscrire dans cette loi, de créer les outils de gouvernance les plus appropriés avec la définition de bassin de mobilité, de comités de partenaires, de contrats partenarial. Mais c'est surtout le message le plus important, il est de dire aux intercos qui souhaiteraient prendre cette responsabilité-là à seul ou à plusieurs, ne passez pas à côté de l'opportunité non plus. Même si le service, même si la mise en place de services de transport régulier peut se faire dans 1 an, dans 2 ans, etc., ne passez pas à côté de cette opportunité parce qu'après, le coût est parti. Vous ne pourrez reprendre cette compétence que si à un moment ou l'autre, il y a un périmètre d'intercommunalité qui évolue. En gros, vous ne serez plus maître de votre destin. Et après, on ne pourra pas. Il sera trop facile de reprocher aux collectivités, notamment à la région qui gère l'interurbain, le scolaire et les lignes ferroviaires, de dire mais il n'y a pas plus de services sur mon territoire. Comment voulez-vous, et je vous le livre ouvertement et très simplement, comment voulez-vous, sans mécanisme financier nouveau, que la collectivité régionale assume dans des zones blanches de nouveaux services? Je pose la question. Elle est très simple. Elle est très simple. Voilà, c'est comment faire en sorte, alors que, et je vais au bout de mon propos, et comme ça permettra de faire le lien avec le mécanisme financier et l'opportunité pour les intercos, c'est de dire que d'ici juillet 2021, il y a de quoi se poser des questions, il y a de quoi faire un choix. Mais derrière tout ça, il y a un mécanisme financier aussi pour les intercommunalités ou les regroupements d'intercos, ce qu'on appellera le versement mobilité. Le versement mobilité permettra, à travers une taxe sur les salaires pour les entreprises de plus de 11 salariés, de constituer une ressource qui sera affectée à la mise en œuvre de ces services de transport. Transport régulier, transport à la demande, mobilité active, etc. etc. Donc l'opportunité, elle est à l'échelle de l'interco ou du regroupement d'interco pour avoir un mécanisme financier adapté. Le paradoxe de la loi, c'est que s'il y a des zones blanches, si la région exerce pour le compte d'autrui, il n'y a pas de mécanisme financier pour la région. Le mécanisme financier, il est au plus proche des territoires à travers la prise de compétences AOM par les intercos. Donc l'enjeu, il est là aussi. Et au niveau régional, où en êtes-vous en termes de coordination des AOM? Qu'est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est une question qu'on avait préparée ensemble. Depuis la création de la grande région, et Marie-Noël qui est là pourra très bien y répondre aussi, nous avons mis en place, avec les 41 autorités organisatrices de mobilité qui existent. C'est-à-dire que nous avons un panel qui correspond aussi à la réunion de ce jour. Dans les AOM, vous avez des locomotives, que ce soit l'Eurométropole de Strasbourg, Nancy, Metz, etc. Mais vous avez aussi Saint-Menoud. Saint-Menoud a la compétence d'AOM, elle n'a pas de réseau. Mais elle contribue à des outils que l'on a mis en place de gouvernance qui s'appelle la conférence régionale des mobilités, qui se réunit 1 à 2 fois par an et qui permet avec les AOM, à travers un outil qu'on a voulu contractuel, mais relativement simple, qui est une charte d'intermodalité et des services à l'usager, de converger ensemble vers 3-4 sujets prioritaires et partagés et qui font l'objet d'un travail technique et d'une contractualisation financière entre nous. J'explique. Aujourd'hui, sur l'information multimodale, l'enjeu, c'est bien sûr d'avoir
des outils qui vous permettent de vous déplacer en temps réel avec l'ensemble des informations sur l'ensemble des réseaux, avec des outils que ce soit digitaux, numériques, etc., smartphones. Comment fait-on pour respecter la loi? Comment fait-on pour mettre en place cet outil-là quand on est une petite AOM et qu'on doit mettre en place un outil? Eh bien, nous avons souhaité, à l'échelle de la région Grand Est, porter, en tant que chef de file de l'intermodalité, porter cet outil-là et assumer le côté technique et la coordination de ce calculateur d'itinéraire et d'avoir, à travers une convention multipartenariale, selon des clés de répartition financière en termes de population et de fiscalité, d'avoir des contributions de chacun pour que chacun puisse utiliser, bénéficier de l'outil et avoir de l'information en temps réel à tout moment. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, ça concerne autour des supports billettiques. Aujourd'hui, il existe à l'échelle régionale une carte billettique qui a été très développée en Lorraine, qui s'appelle la carte Simplicité, qui permet à tous les réseaux partenaires de cette gouvernance d'avoir sur un seul support l'ensemble de ces titres de transport, y compris l'abonnement TER, y compris l'abonnement d'un réseau de transport qui soit au-delà de son territoire, etc., etc. Et cette communauté-là, elle existe. Elle est coordonnée par la région, mais elle existe. Donc, le support existe. Et puis, nous travaillons actuellement sur d'autres supports autour du code barre 2D, avec une vingtaine d'intercommunalités et d'AOM qui sont moteurs et dynamiques dans la démarche. Donc, vous voyez, depuis 2017, à l'initiative des élus, il existe une conférence régionale des mobilités, il existe une charte de l'intermodalité entre les 41 AO, mais tous ces éléments-là devront aussi être revus à l'aune notamment de la LOM, puisque si nous mettons en place des bassins de mobilité, il va falloir mettre en place une nouvelle gouvernance à l'échelle de ces bassins de mobilité. Oui, tout à fait. Et justement, sur la base de quoi, au-delà d'un comité de partenaires et d'un contrat partenarial, on pourrait très bien s'appuyer sur ce qui existe déjà et le développer et l'adapter à l'échelle de ces bassins de mobilité. Alors, les bassins de mobilité qui ne sont pas encore complètement définis, est-ce que comment vous comptez associer les territoires justement à la définition de ces bassins de mobilité, parce que là, on a évoqué la coordination régionale et maintenant, quelle coordination, effectivement, gouvernance au sein des bassins de mobilité, déjà de leur définition, de leur paramétrage, j'allais dire. Oui, alors c'est un sujet relativement épineux, puisqu'il doit prendre en compte un certain nombre de paramètres. Aujourd'hui, il faut savoir que pour la définition des bassins de mobilité, le législateur, je dirais, a été très souple puisqu'il a laissé à chacun le soin de mettre en place sa propre méthodologie, sa propre définition. Ce qui est un caillou dans la chaussure quand même, puisque quand on en parle avec les collègues des autres régions, chacun a sa propre méthode et nous ne pourrons pas à la fois nous échelonner, nous ne pourrons pas comparer, nous ne pourrons pas partager non plus. Je prends exemple sur mon collègue Pays de la Loire. Ils ont fait une grande conférence avec tous les présidents d'intercommunalité l'année dernière. Ils ont fait une journée de travail. Ils ont défini à travers des patatoïdes ce qui serait le mieux et comment. Ailleurs, ça se fait autrement. Il faut savoir que derrière ces bassins de mobilité, c'est énormément de responsabilités pour ceux qui coordonnent, donc la région, en termes d'organisation. Ces bassins de mobilité, plus vous avez de bassins de mobilité, plus vous avez de mobilisation d'agents derrière, plus vous avez de partenaires à mobiliser pour un bassin de mobilité qui doit mettre en place un comité des partenaires et un contrat partenarial qui doit au moins se réunir une fois par an. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on veut définir, qu'est-ce qu'on veut mettre dedans et quelle est la règle du jeu. Et aujourd'hui, j'avoue que nous sommes au milieu du gué. Nous y travaillons en interne aujourd'hui. Il y a des propositions qui sont faites au niveau de l'exécutif sur que pourraient être les bassins de mobilité, quel mode de gouvernance, pour ne pas tomber non plus dans l'effet inverse que la loi propose, c'est-à-dire d'avoir un trop-plein d'administratifs. On n'est pas là pour faire de l'administratif et faire de la coordination tous azimuts. On est là pour mettre en place des outils qui soient pertinents et performants. L'équation est difficile aussi à tenir. Voilà, aujourd'hui, nous sommes au milieu du gué. La loi ne nous aide pas. Nous sommes dans une logique de benchmark avec Région de France, avec les autres régions. Le fil conducteur aujourd'hui de la région, c'est de dire ne compliquons pas les choses. Essayons de prendre des bassins de mobilité qui existent déjà, à des entités un peu supra. Voyons comment ça peut se faire. Mais tout ceci, je suis désolé de rentrer dans un processus un peu calendaire. Ça ne peut être décidé que unilatéralement par la région, ça doit être décidé avec des territoires qui soient construits, avec des intercos qui soient en place. Et donc ça ne peut être mis en place dans une perspective pas avant l'automne, vous voyez, avec des gens en place, avec des interlocuteurs qui seront vraiment aux affaires. Ce n'est pas péjoratif par rapport aux sortants qui sont en place, bien sûr,
mais c'est de dire construisons l'avenir, construisons des outils avec des gens qui sont là pour 6 ans. Voilà, essayons de mettre en place ces outils-là, essayons de les rendre les plus performants possibles et ne nous perdons pas dans une pléthore de bassins de mobilité. Je vois mes collègues à Nouvelle-Aquitaine, ils veulent passer aussi par une logique du syndicat mixte ou autre. C'est très compliqué. Pays de la Loire, c'est une douzaine de bassins de mobilité. Région Sud, c'est une quinzaine. Voilà, c'est aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre complètement là-dessus, mais on y travaille au quotidien, bien sûr. Ok, merci. Peut-être quelques questions, Cécile. Oui, tout à fait. Je pense que vous vous êtes sûrement posé des questions pendant l'intervention de M. Rascalon. Alors, il y a des gens qui ont dit qu'ils étaient d'accord avec vous. Je cite notamment M. L'Empereur qui répondait dans le chat et qui vous encourageait. Mais peut-être que… Je le connais bien. Voilà, encouragement ou autre, on a peut-être des questions. N'hésitez pas à lever la main. C'est toujours plus agréable si on vous ouvre le micro, qu'on vous entend. À défaut d'être en personne, on peut écouter vos voix. Sinon, peut-être que Christelle, tu as vu des questions intéressantes. Non, pas spécifiquement sur la relation à la région. Non, il y a des questionnements sur effectivement le versement mobilité avec le Covid, effectivement, par rapport à la réduction de l'assiette. Mais ça, c'est autre chose. Ouais. Et sur, voilà, tout à fait, sur la coordination à la région, je suis sûre qu'on en a en plus. Il a raison. Monsieur Jacquin, vous vouliez compléter? Oui. On m'entend? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. J'étais en train de regarder les questions. Je salue vraiment l'intervention de Pascal Rascalon. On sent une région qui cherche les solutions. Et moi, j'aime cette expression directe que vous utilisez pour dire avec sincérité les difficultés qui sont devant nous et le travail collectif que nous avons à mettre en œuvre pour bien desservir nos concitoyens. Je voyais une question sur l'avenir du versement mobilité. C'est une vraie préoccupation que nous avons au niveau national. Le versement mobilité, je rappelle, c'est une taxe sur les salaires. S'il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de taxe. Et il y a une association qui s'appelle le GART, qui regroupe les collectivités qui recueillent le versement mobilité. On est en train de travailler, de voir quelles garanties pourraient être apportées à ce versement mobilité. J'ai vu une autre question sur l'égalité entre territoires du point de vue du versement mobilité. Alors, on est en train de dire que les espaces peu denses, il y a peu de ressources, c'est des pauvres espaces ruraux. La réalité n'est pas comme ça. Vous avez quelquefois des espaces périurbains sur lesquels il y a une usine importante avec plusieurs milliers de salariés, et vous avez des espaces peu denses qui ont beaucoup de ressources de versement mobilité. Puis vous en avez d'autres qui n'en ont quasiment pas, qui, si elles lèvent le taux réduit de versement mobilité, n'ont pas moyen d'organiser un service régulier de transport qui va tout de suite chercher des dizaines de milliers d'euros. Par contre, moi j'apprécie le discours de M. Rascalon en ce qu'il dit « prenez en main votre destin ». Et moi je crois qu'il faut le voir avec volontarisme et pas de manière politique, en disant comme ça, on n'a pas de ressources, on boycotte. Non, ça ne marche pas comme ça la vie. Et si nos communes veulent être fortes avec nos communautés de communes, il faut apporter ce nouveau service à nos concitoyens avec pragmatisme. Parce que le bouquet de solutions des mobilités en espace peu dense peut être vu d'une manière économe et simple. Je considère cependant qu'il faut les moyens de se doter d'une ingénierie de qualité en propre. Et ça, c'est la base. Sinon, on ne peut pas capitaliser l'expérience. On ne pourra pas travailler intelligemment avec la région et avec les différents interlocuteurs. Et ça me semble être un point important. Quand je dis un bouquet de solutions économes, les solutions de covoiturage moderne que j'évoquais tout à l'heure ne sont pas forcément dispendieuses, elles sont accessibles. De la même manière qu'un transport à la demande ou un transport solidaire, et il y a de nombreuses expériences intéressantes, peuvent être accessibles. Je reviens à un autre point, Cécile, si vous le permettez. J'ai vu beaucoup de questions passer sur les transports scolaires. Alors, il y a une règle en matière de mobilité, c'est qu'il faut s'appuyer sur les grandes infrastructures existantes.
et organiser des rabattements. On a un réseau de gares en Grand Est qui est encore plutôt pas trop mal. Il n'y en a pas partout. Il y a certains coins qui sont un peu oubliés, mais il faut s'appuyer là-dessus. Il faut s'appuyer en termes d'infrastructure sur les lignes régulières existantes. Et je pense au transport scolaire. Le transport scolaire, pour l'instant, il est, pour des raisons de qualité, 100% dédié aux scolaires, mais il pourrait permettre de transporter aussi des habitants non scolaires en profitant de cette architecture de lignes régulières de qualité qui existe. Voilà, il faut se creuser les méninges, s'adapter et travailler comme on l'entend, là, d'une manière maillée. Je pense vraiment, enfin, je vais peut-être, moi, je fais la proposition qu'on ait peut-être une nouvelle réunion à l'automne avec la région pour voir comment s'organiser plus avant. Et je crois que cette base de réunion me semble extrêmement intéressante pour aller plus loin. Eh ben, merci. On prend peut-être une dernière question, Cécile ou Est-ce qu'on a une dernière question main levée? Peut-être qu'on va arriver à 11h30. Il y avait une question autour de l'accompagnement de la région. La région va-t-elle accompagner les intercos dans la réflexion des besoins de mobilité sur le territoire? Ou doit-on démarrer ce travail voilà, par nos propres moyens, avec les nouveaux élus, et revenir vers la région? Ah, votre micro est pas sur Ascalon. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok. Alors aujourd'hui, nous sommes, comment dire, fortement sollicités par les intercommunalités pour, en gros, comment on fait, avec qui, pourquoi, etc. etc. Je vais être très transparent avec vous. Aujourd'hui, il n'y a aucun dispositif d'accompagnement de la région sur la mise en œuvre entre guillemets, de compétences régaliennes que la LOM met en œuvre. Ce n'est pas forcément l'objet. Mais nous sommes aux côtés des EPCI pour à la fois formaliser l'expression des besoins, pour les aider potentiellement à rédiger des cahiers des charges, accompagner dans le choix d'un prestataire, notamment d'une AMO juridico-technique, pour mettre en place à l'échelle pertinente et analyser la faisabilité de la prise de compétences. Donc, on se situe à cette échelle-là aujourd'hui. Il n'y a pas de dispositif d'intervention spécifique et c'est ce qu'on peut regretter à travers la LOM, c'est qu'elle n'est pas aboutie à ce niveau-là. Quand je disais tout à l'heure qu'elle crée un sacré kit avec un certain nombre de dispositions, c'est ce volet qui manque. Les gens se retournent vers la région puisque la région est autorité organisatrice de mobilité régionale en disant mais tiens, peut-être qu'elle va mettre en place un dispositif, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Par contre, au niveau technique et au niveau des coûts des territoires, on peut les accompagner. On peut être présent sur ce que je viens de dire, sur l'expression des besoins, sur l'accompagnement, sur le choix d'un prestataire et autres, et pour vraiment échanger et accompagner au mieux. Mais il n'y a pas de dispositif d'intervention régionale à l'instant où je vous parle. Qui plus est, Monsieur Jacquin est forcément au courant, hein, les papiers sont sortis à travers la crise du Covid. Nous voyons aussi qu'en termes de transport, c'est très difficile pour nous aujourd'hui cette situation, puisque les pertes de recettes pour la région, ne serait-ce que pour le transport ferroviaire et autres, c'est 50 millions d'euros de recettes qui sont déjà perdues entre mars et avril, et les recettes fiscales représenteront d'ici à la fin de l'année entre 150 et 200 millions d'euros de recettes perdues. Donc, vous voyez dans quelle situation nous nous trouvons. Et donc, forcément, les choix sont faits d'aller à l'essentiel là-dessus. Mais on nous demande de nous réinventer. Ça s'appelle la résilience un peu, et d'inventer l'avenir. Et inventer l'avenir, nous, ce que l'on croit, c'est l'accompagnement notamment des territoires qui veulent prendre la compétence pour les accompagner au niveau technique. C'est ce qu'on peut faire de mieux pour le moment. L'accompagnement technique, le benchmark, l'échange de savoir-faire. C'est ce que j'ai fait dernièrement dans l'accompagnement du PETR d'Alsace Centrale, ce que certains connaissent. Il y a peut-être des gens de l'Alsace Centrale là, autour de la table. Voilà. C'est de dire, on a accompagné le territoire sur une étude globale, un plan global de mobilité, sur la rédaction d'un cahier des charges, le choix d'un prestataire et la mise en œuvre d'une étude pour se poser les bonnes questions, analyser
qui est le nerf de la guerre, c'est-à-dire quels sont les moyens financiers que l'on pourrait lever à travers le versement mobilité sur le territoire et comment pourrait-on aujourd'hui asseoir un service de transport et des services complémentaires. Voilà un peu la façon dont on voit les choses. Et la mission que je coordonne s'appuie sur 3 référents territoriaux, un à Châlons, un à Metz et moi sur Strasbourg, pour accompagner les intercos qui sont notamment dans ce doute ou dans ces questions-là. J'ai parlé de l'Alsace centrale, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec le secteur de Saverne, donc n'hésitez pas, entre guillemets, à passer par vous ou autre. Ce n'est pas un appel du pied parce que j'ai suffisamment de travail, mais en tout cas vous pourrez compter sur nous pour échanger des bonnes pratiques, en plus de vos guides et en plus de vos soutiens pédagogiques. Voilà. Très bien, effectivement. Idem pour Citoyens et Territoires. Hein, et Citoyens et Territoires, on est tout à fait intéressé par la poursuite de ce travail collectif pour un meilleur bien commun qui passe par notamment les questions de mobilité. Merci à toutes et tous. Merci vraiment à la DCF. Merci beaucoup. Effectivement, je pense qu'on peut conclure sur un prochain rendez-vous qui serait sans doute pertinent, ou plutôt à l'automne, comme le disait Monsieur Jacquin tout à l'heure, qu'on pourra évidemment faire en partenariat ensemble. C'était un plaisir d'organiser ça ensemble aujourd'hui. Merci Monsieur Rascalon vraiment d'avoir participé, témoigné. Et puis c'est toujours important qu'on ait des mises à jour sur où est-ce que vous en êtes et où est-ce qu'en est le partenariat région-intercommunalité. Merci Monsieur Jacquin, merci Christelle pour cette co-organisation. Merci à tous de votre participation. Je remercie aussi donc bien sûr Raphaël Meyer et puis plus discret mais essentiel à cette bonne réalisation, Johan Jacquet qui était en off de la technique de cette rencontre. Je vous renvoie donc vers le site de la DCF où la vidéo sera en replay ainsi que les documents à télécharger probablement dès demain. Vous recevrez aussi un mail avec les 2 guides que nous avons évoqués aujourd'hui, Citoyens et Territoires et ADCF et Transdev, bien sûr, que je remercie aussi qu'on a évoqué aujourd'hui, et puis tous les documents qui ont pu être mentionnés et évoqués.